Donc, on va concentrer sur un aspect particulier de chapitre 6 qui est l'évaluation des créances clients. Donc, un peu de mise en contexte. Ce qu'on a vu jusque-là, c'est les cycles comptables complets. Comment un comptable prépare les états financiers. Donc, en partant d'un bilan d'ouverture, en faisant les écritures journalières au jour le jour, et en faisant donc une balance, les journaux, les grands livres, la balance de vérification, les écritures de régularisation, à partir d'une balance de vérification régularisée, préparer les différents états financiers, faire la clôture, balance après clôture, et produire les états financiers. Et donc, là, on va, à partir de ces chapitres-là, mettre les zoom, comme je dis, sur un aspect. On va commencer par les clients. Donc, on connaît déjà, grosso modo, c'est quoi le client. Quand est-ce qu'on utilise le compte client? Êtes-vous, au sens comptable, êtes-vous client de Costco au sens comptable du terme? Est-ce que c'est quand le client nous owe de l'argent? Ouais, c'est très peu probable que vous soyez client au sens comptable de Costco, même si vous avez une carte d'abonnement à Costco, parce que quand vous achetez, vous payez au comptant. Donc, comptablement parlé, client, ça ne veut pas dire c'est quelqu'un qui achète de nous. Client, ça veut dire quelqu'un qui achète à crédit. Donc, c'est des ventes à crédit. Quand on fait des ventes à crédit, cela fait intervenir les clients. Okay? Donc, qu'est-ce que ça pose comme défi comptable? Pourquoi c'est pas si simple que ça? On va voir la raison pour laquelle on consacre tout un topic à part, et même ça va être encore plus approfondi, encore plus complexe pour les cours de comptabilité intermédiaire. Les grands défis des créances clients, on n'a pas vu jusque-là. Dans tous les exemples qu'on a vus jusque-là, donc simplement on nous dit que vente à crédit, $3,000 pour $3,000. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on passe l'écriture? Si on nous donne cette information-là, une écriture journalière, pas nécessairement de régularisation, l'entreprise réalise une vente à crédit pour $3,000. Comment on passe l'écriture? Débit client en crédit pour vendre des marchandises. Débit client, crédit, vente de marchandises. Vente de services, si c'est un service. Vente de marchandises ou vente de produits finis, c'est le cas, n'est-ce pas? Et si c'est une vente de produits finis ou de marchandises, ça nécessite une autre écriture sur le coût de vente. Ça, c'est le prochain topic. Ça, c'est le prochain chapitre. La semaine prochaine, ça, c'est le stock. Alors, en quoi c'est compliqué? En quoi ces topics-là pourraient être compliqués au point de lui consacrer tout un thème à part? C'est que quand tu mets client, quand tu débites les comptes clients, les créances, ben ces comptes-là, point de vue affaires, point de vue business, c'est quoi la différence entre vendre au comptant et recevoir cash, vente au comptant, $3,000 et la recevoir en cash? La trésorerie, c'est un actif. Versus vendre à crédit et ne rien recevoir aujourd'hui, mais espérer recevoir l'équivalent de ce qu'on a vendu dans 2 mois ou dans 1 mois. C'est quoi la différence point de vue affaires, business? Point de vue comptable, ça n'a pas beaucoup de différence. C'est possible que tu reçois le montant? C'est possible que tu ne le reçois pas, n'est-ce pas? Il y a un risque. C'est ça la complexité, le problème, c'est qu'il n'y a pas de risque avec la trésorerie. Quand tu le reçois, affaire close, dossier clôturé, tu as l'argent. Alors que quand tu vends à crédit, tu vas demeurer dans l'espoir que tu vas pouvoir collecter. Donc, malgré que les deux sont des actifs courants, la trésorerie ou la créance client, c'est aussi de l'actif courant. Toutefois, la créance client présente un risque que la trésorerie ne présente pas. Et c'est là où toute la complexité et toute la nouvelle technique qu'on va apprendre, ça se rapporte à ces risques-là. La chose, les principes comptables, si on n'était pas dans une comptabilité d'engagement,
s'il n'y avait pas les principes comptables d'attachement de charge au produit. On va dire une chose, voilà ce qu'on va raisonner. Ce qui est faux, ok? Juste pour mettre en contexte. On va dire, ok, il y a un risque, et alors, quand le risque se concrétise, à ce moment-là, on va dealer avec. Pourquoi anticiper, n'est-ce pas? C'est un peu ça la logique, qui est erronée, qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai fait une vente à crédit, et je sais que la vente à crédit, elle n'est pas certaine. Collecter l'argent après n'est pas certain, ça présente un risque. Une des attitudes qu'on pourrait avoir, c'est que, d'accord, on vend, on attend. Si jamais les clients s'avèrent irrécouvrables, à ce moment-là, on va constater la perte. Selon vous, ces raisonnements-là, en quoi ça tient pas? C'est pas cohérent avec ce qu'on a appris jusque-là, faire ça comme ça. Vous avez plusieurs manières de répondre à ça. Vous pouvez faire à travers une illustration, à travers un scénario. Choisissez ce que vous voulez pour répondre à cette question. Donc, encore une fois, la raison pour laquelle ces topics-là présentent une certaine complexité et nécessitent une certaine technique à apprendre, qu'on va apprendre, c'est que ça se rapporte au risque inhérent à la vente à crédit. Quand ils vont à crédit, il y a un risque de ne rien collecter parce que le client pourrait éventuellement s'avérer irrécouvrable. Donc, une première attitude vis-à-vis de ce risque-là, c'est de dire, mais pourquoi je m'inquiète dès maintenant? Ben, laissons le risque se concrétiser et à ce moment-là, ben, on va constater une perte si jamais. Ça se peut que rien n'arrive. Ça se peut qu'on collecte l'argent comme prévu et qu'il n'y aura pas de risque. Immédiatement, je vous dis que cette manière-là de faire est fausse, erronée. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que ça, c'est pas faisable? Avec ce qu'on a appris, avec ce que vous avez appris, ce que vous connaissez déjà, si on fait ça comme ça, on sera en contradiction avec quoi? Un des principes comptables qu'on a appris. Imaginez, ok, pensez aspect équipe exécutive. Je vous guide un peu là. Une l'équipe exécutive actuelle qui gère l'entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un risque d'abus? Vous êtes l'équipe, on est dans l'exercice 2024, ok. Nous gérons l'entreprise, nous, comme équipe exécutive, on gère l'exercice 2024, okay? Et on se lance à faire des ventes à crédit. Oui, vas-y, Mariam. Ça peut défavoriser l'équipe dirigeante parce qu'il y aura une perte inscrite dans la période. Défavoriser qui? L'équipe dirigeante. Actuelle? Ben, celle qui n'a pas pris d'action envers le montant qui était perdu, la charge. Monsieur? Oui. Ça se peut que c'est correct, mais peut-être mal exprimé. Oui, Manuel? En fait, je pense que le risque est énorme d'abord pour l'entreprise. Le fait de ne pas recouvrer, si déjà on peut ne pas être en mesure de pouvoir relancer les activités, c'est-à-dire refinancer les activités. L'équipe en cours qui gère tout ça, il peut ne pas être en mesure de pouvoir assumer qu'on a dit ça, du point de vue comptable, de pouvoir renouveler ses stocks, de pouvoir faire certaines choses. En plus, il va avoir des coûts additionnels, l'effet de ne pas pouvoir recouvrer. Il va falloir soit avoir une autre équipe pour pouvoir travailler sur les clients, sur les créances non recouvrées. Il peut y avoir des coûts additionnels et tout ça peut impacter, dépendamment de l'exercice, même sur 2 exercices. Ben, si on laisse ça comme ça, ultimement, c'est qui l'équipe qui va payer le coût d'une créance irrécouvable?
l'équipe d'après et Voilà. l'équipe en cours. L'équipe d'après, pas l'équipe en cours. L'équipe en Non, cours, l'équipe elle, d'après. elle peut abuser s'il n'y avait pas la sauvegarde, s'il n'y avait pas ce qu'on va apprendre aujourd'hui. OK? Si c'était aussi simple que tu vends aujourd'hui à crédit et tu oublies ça, OK? L'année prochaine, si tu collectes, tant mieux. Si tu perds, à ce moment-là, tu constates la perte. Ben, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que l'équipe qui sera pénalisée, hein, l'équipe qui sera pénalisée, ça sera celle où les risques se concrétisent. Les risques se concrétisent quand on nous dit le client est irrécouvrable, il a fait faillite, on ne peut pas collecter. Les 10 000 $ de vente à crédit, on ne va pas les collecter parce que le client a fait faillite. Ben, si on ne fait rien, ce qui arrive, c'est que c'est l'équipe qui gère l'entreprise pendant que la perte s'avère irrecouvrable, ça veut dire pendant que les risques se concrétisent, qu'elle assume cette responsabilité, alors que ce n'est pas elle qui a vendu à crédit. Donc, je vais avoir une équipe actuelle qui, pas de bonne ou mauvaise intention, se met à vendre à crédit, maximiser les ventes, ça veut dire augmenter le profit, n'est-ce pas? Le résultat net. Et après ça, c'est tout. Alors voilà, l'équipe quitte, l'autre équipe, l'année d'après, là, on va dire la moitié des ventes à crédit sont irrécouvrables. On a fait des mauvaises créances, perdues. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est fair? Est-ce que c'est juste? C'est pas juste, n'est-ce pas? Évidemment, c'est pas juste. Il faut faire quelque chose. Maintenant, ma question plus technique maintenant. En vertu de quel principe comptable? Lequel des 3 principes comptables qu'on a appris est illustré par cette situation-là? Il n'y en a pas 3, il y en a juste 3. On a appris l'indépendance d'exercice, les rattachements de charges produits et la constatation des produits. Eh bien, c'est le rattachement. C'est le rattachement qui sera brisé. Les rattachements de charges produits, ça veut dire toute charge doit être attachée au produit à lequel elle a généré. Donc, toi, donc, si je laisse la perte de clients irrécouvrables se constater dans la période où le risque se concrétise, il n'y aura pas de rattachement de charge produit. La perte va être constatée en 2025, alors que le produit, qui est la vente associée, a été constaté en 2024. Donc, c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas comme ça. En vertu des rattachements de charges au produit, le risque de ne pas collecter les créances douteuses doit être constaté dans la même période où la vente à crédit a été faite et non pas après. Le même exercice comptable dans lequel la vente à crédit a été faite, c'est cette même période-là, c'est cette même équipe-là qui doit assumer le risque de créances irrécouvrables. Maintenant, immédiatement, la question qui vient à l'esprit, mais après tout, ce n'est qu'un risque. Comment je peux avoir un montant qui correspond à un risque qui ne s'est pas encore concrétisé? Eh bien, la réponse à ça, il va falloir faire une estimation. Et donc, d'où on parle donc l'estimation des créances irrécouvrables. Sur la base de son historique, sur la base de sa base de données, sur la base de son expérience, sur la base aussi du concurrent, l'entreprise devrait être capable d'estimer, d'évaluer à l'avance le risque que les créances soient irrécouvrables. Quel est le risque, les montants? Sur 100 000 $ de créances, crédit, il y a 10 000 $ un risque que ça se peut qu'on ne le recouvre pas. 10 000 $ de risque de perte. Ça, comment j'obtiens ce 10 000 $ à partir de l'historique, l'expérience de l'entreprise. Mais il faut estimer
cette créance irrecouvrable à l'avance et il faut la constater dans la même période où les ventes à crédit ont été constatées en vertu du principe du rattachement de charge body. Donc, c'est ça toute la complexité du topic, c'est comment faire cette estimation-là, comment la comptabiliser et si jamais le risque se concrétise, comment on le comptabilise. Ça se résume à ça, là. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça se résume à ça. Comment estimer le montant des créances irrécouvrables, quelle écriture de régularisation je dois enregistrer pour constater ces créances irrécouvrables et quand les risques se concrétisent réellement, quelle écriture je dois passer pour constater la constatation des risques. Alors, commençons par le calcul, avant d'aller à l'état, à la comptabilisation. Donc, il y a une obligation pour la direction, donc, d'analyser périodiquement donc, les créances clients, les débiteurs, et d'estimer le montant non recouvrable. Et on doit constater ce qu'on appelle une provision pour créances irrécouvrables. L'entreprise doit constater une provision pour créances irrécouvrables pour faire face à ce risque-là. Il y a un risque, je garde à côté une provision. Donc, il faut faire une estimation et il faut passer une écriture pour constater la provision. Donc, d'où ça vient, l'estimation? Elle provient de votre expérience, l'historique. Historiquement, si un client on lui fait 2, 3, 4 appels pour dire, hey, écoutez, là, ça fait 2 mois que tu devais nous payer, ça fait 3 mois maintenant que tu devais nous payer, ça fait 4 mois que tu devais nous payer et vous ne payez pas. Historiquement, rendu là, il y a un risque énorme de 70% qu'on ne recouvrera jamais cette créance-là. C'est un peu comme ça. Donc, je caricaturise, mais c'est un peu comme ça que... Mais il faut le faire à l'avance. On ne peut pas dire, je ne sais pas, peut-être que le client s'avère fiable, peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être. Il faut faire une estimation sur la base de l'expérience de l'entreprise sur c'est quoi le pourcentage de risque de perte et le constater immédiatement. Les créances à la fin de l'exercice doivent être comptabilisées à la valeur de réalisation nette. Et c'est quoi l'objectif de tout ce traitement-là? C'est que quand je prépare les bilans, l'utilisateur de mon état de la situation financière, ce qu'il doit comprendre, si je lis la section client, créance client, le bilan doit présenter la valeur de réalisation nette. Nette de quoi? Nette du risque. Donc, je dois être, moi, comme actionnaire dans l'entreprise, j'ai le droit d'avoir, quand vous me dites que j'ai $1 million de créances clients, je dois comprendre comme étant au pire scénario, l'entreprise va collecter $1 million. Tout risque doit être enlevé à l'avance. C'est ce qu'on appelle la valeur de réalisation nette. Les bilans doivent présenter la valeur de réalisation nette. Donc, les créances clients sont évaluées à la valeur de réalisation nette. Retenez bien ce concept-là. Les créances clients sont évaluées à leur valeur de réalisation nette. Nette de quoi? Nette d'impôt? Ou de quoi? La réalisation nette comptable. Nette de? À la valeur de réalisation nette comptable. Oui, nette de quoi? Déjà, je ne pense pas qu'on pourra dire net d'impôt parce que la facture n'a pas encore été payée. Ça n'a rien à voir avec l'impôt, c'est juste une... Parce que dans... Ouais. Alors, net de quoi? Net du risque de non-recouvrement. La valeur de réalisation nette. Donc, la valeur de réalisation, réaliser une créance, c'est la liquider, la rendre cash, la transformer en argent. J'ai un client qui me doit $10 000. Réaliser la créance, ça veut dire simplement collecter la créance. Okay? La valeur de réalisation, ça veut dire c'est quoi la valeur qu'on espère collecter. Net du risque de non-recouvrement. Si dans les $10 000, il y a 10% de risque que ça ne soit pas recouvré, donc la valeur de réalisation brute, c'est $10 000. La valeur de réalisation nette, c'est $10 000 moins 10%, $9 000.
Donc, les créances clients doivent être présentées à quoi? À leur valeur des réalisations nettes, le montant net qu'on espère collecter. Net de quoi? Net du risque de non-recouvrement. Donc, net des créances mauvaises. Okay? Donc, l'accent est mis sur l'évaluation des comptes clients à la valeur de son net et ne se concentre pas sur l'adéquation à la perte. Tout solde existant dans la provision pour créances douteuses est utilisé pour calculer la charge des créances irrécouvrables. Ça, on va voir comment. Là, le comment de la chose, on va élaborer ça après. Est-ce qu'il y a de questions jusque-là? Ça ne dit pas, je ne sais pas pourquoi. OK. Illustration. Voilà comment ça se passe. Comment? Maintenant, ça, c'est le pourquoi de la chose. Maintenant, le comment de la chose. OK? Pour résumer. Ou est-ce que quelqu'un d'autre pourrait résumer les pourquoi de la chose avec vos propres mots et je vais vous aider. Donc, avant d'aller voir, maintenant, on va aller voir la technique, comment calculer et comptabiliser les créances recouvrables. OK? Comment faire? Mais j'aimerais m'assurer que le pourquoi faire est bien compris. Si quelqu'un pourrait, j'ai oublié de changer la langue, désolé. Donc, il fallait changer la langue. Si quelqu'un, avec vos propres mots simples, peu techniques, pourrait nous expliquer encore une fois les pourquoi de la chose. Monsieur, je peux. Oui, vas-y. En fait, le but même de tout ça, c'est d'abord d'anticiper le risque. Le fait de vendre à crédit, il y a un risque qu'on ne recouvre pas. Et si on ne recouvre pas, c'est sûr que il va y avoir, partant du principe que les charges, ça se rattache à son produit, il va y avoir une charge qui va être, il y a une équipe qui va être pénalisée le fait, quand on va constater le risque, que le risque va se réaliser, il va y avoir une équipe qui va pouvoir endosser des charges pour lesquelles ils n'ont rien fait. Et le risque est parfois tellement important qu'il faut faire une démarcation, à savoir pour pouvoir avoir une balance nette sur le compte client. Cette balance, elle correspond à ce qu'on entend par la différence entre la possibilité de recouvrement et ce qu'on peut effectivement recouvrer. Comme ça, la balance nette du compte client, ça va permettre à l'équipe en place non seulement de constater, d'anticiper le risque, et aussi à l'équipe qui va suivre de ne pas payer, de ne pas être pénalisé par... OK, si tu te rattrapes, pas payé, OK. Bravo, c'est bien, c'est quand même pas mal. Donc, l'objectif, c'est encore une fois, c'est d'être juste envers les différentes équipes qui gèrent l'entreprise, de perfectionner la mesure de la performance, d'être en respect avec les rattachements des charges de produits, parce que si je ne fais pas ça, j'ai une équipe qui fait une vente à crédit en décembre 2023, disons, OK? Et cette vente à crédit, elle va apparaître comme produit, étant donné que la révision a été faite. Et si je ne fais rien, le janvier 2024, quand la nouvelle équipe prend le contrat d'entreprise, on va lui dire, ben, désolé, les clients à qui on a fait la vente crédit en décembre a fait faillite. Il n'y aura pas de créance client. Il va falloir enlever la créance client et constater une perte. Donc, l'équipe 2024 va subir une perte sur une décision qu'elle n'a pas faite. Ce n'est pas elle qui a décidé de vendre un crédit à un mauvais client. Donc, pour remédier à cette situation-là et pour respecter les rattachements de charges produits, ce qu'on va faire, c'est que avant de clôturer le compte, on parle d'une écriture de régularisation, bien sûr. Ce dont on parle ici, c'est une écriture de régularisation, pas une écriture de journalière. On ne fait pas ça au moment de la vente elle-même. On ne fait pas ça quand la vente est faite. Mais avant la clôture de l'exercice, à l'occasion de la préparation de l'état de résultat, il va falloir faire une écriture de régularisation. On va la voir comment, mais son objectif,
C'est d'abord de constater le risque de perte probable immédiatement à l'équipe actuelle, elle qui a décidé de vendre à crédit, qui a décidé de prendre ce risque-là, c'est elle qui doit assumer les conséquences de ce risque-là, et donc passer une écriture qui, à point de vue état des résultats, pénalise la même équipe qui a fait la décision de vendre à crédit, et non pas celle qui va subir la véritable perte. Et aussi, en même temps, cette écriture comptable-là qu'on va faire de régression, elle va aussi présenter au bilan la valeur des réalisations nettes, c'est-à-dire le montant net de qu'on espère réaliser, qu'on espère collecter. Si j'ai 1 million de créances et un risque de 50 000 $ de risque de non-recouvrement, ben c'est 950 000 $ qui doit apparaître comme valeur des réalisations nettes au bilan. C'est un peu ça l'objectif de la chose. Maintenant, le comment de la chose, comment on fait ça? Voilà comment les entreprises procèdent. D'abord, il faut créer ce qu'on appelle une balance AG des créances clients. Je répète, une balance AG des créances clients. Ça veut dire quel âge a chaque créance. Le risque pour des créances courantes qui viennent juste d'être accordées, comparé à un risque pour une créance qui est âgée de 2 mois, comparé à un risque avec une créance qui est âgée de 6 mois, comparé à un risque avec une créance qui est âgée d'1 an et qui n'est pas encore collectée, le risque, il est comment selon vous, là, quand vous comparez ces différents paliers? Le risque, il est comment? Il évolue comment? Comment vous comparez le risque de non-recouvrement d'une créance qui est âgée de quelques semaines, comparé à une créance qui est âgée de quelques mois, qui n'est pas encore collectée, comparé à une créance qui est âgée de plus d'1 an? Comment vous comparez les risques? Par âge, par tranche d'âge, ou bien par... Plus l'âge est loin, plus le risque est... Plus le risque est élevé. est plus élevé, ça va de soi, n'est-ce pas? Donc, l'entreprise doit d'abord préparer une balance AG. À travers cette illustration-là, on va couvrir toutes les créances clients. Par exemple, ça c'est une illustration. On a une créance avec les burns et elle, le montant de la créance brute, hein, la valeur de leçon brute est de 5200 et ça fait plus d'1 an qu'on attend. Okay? On a une créance avec David, elle vaut 8 000 $ et ça fait moins d'1 an qu'on attend. Une créance avec Leblanc, 7 000 $ et créance courante, ça veut dire qu'il n'a pas dépassé le délai de paiement. Avec Strapontin, un total de 22 000 $, de 22 500, dont 2 000 courants et 20 000 à moins d'1 an. Thomas, ainsi de suite. Donc, j'énumère toutes mes créances et j'accorde et je prépare un tableau, ce qu'on appelle une balance AG, en fonction de l'âge de la créance. Après ça, le total de mes créances, c'est 46 700, ça c'est 100% des créances. Après ça, j'évalue donc les pourcentages de chaque catégorie. Qu'est-ce que ça représente les créances courantes? Qu'est-ce que ça représente? Quel est le pourcentage de créances à moins d'1 an et ainsi de suite. Donc ça, c'est la balance AG comme première étape pour le calcul de l'estimation des créances douteuses. Est-ce que cette première étape est claire? Première étape pour l'estimation des créances douteuses, c'est d'établir une balance AG. Donc, catégoriser les créances selon leur âge. Ça, c'est comme première étape. Ça marche? Des questions? Ensuite, il y a lieu de assigner à chaque catégorie un pourcentage de risque. D'où ça vient un pourcentage? Ça vient de notre expérience. Dans la vraie vie, ça vient de notre expérience avec les non-recouvrements par le passé. Ben, dans un cas d'école, ben, on va vous les donner. Okay? On va vous les donner les pourcentages de risque dans l'énoncé de l'exercice ou des problèmes. Mais dans la vraie vie, comme comptable, tu dois faire des statistiques. C'est quoi la probabilité qu'une créance âgée de 6 mois et plus qu'elle soit collectée? C'est quoi la probabilité qu'une créance âgée d'1 an et plus qu'elle soit collectée? Selon la nature de notre clientèle, selon la conjoncture économique,
Ben, il y a aussi des statistiques. Un comptable fait aussi des statistiques. C'est pas juste de la comptabilité. OK? Et donc, dans cet exemple-là, dans cette entreprise-là, selon leur expérience, les créances courantes, le risque, le pourcentage de perte pour une créance courante est de 2%. Les créances âgées de moins d'1 an, selon leur expérience, il y a un risque de 7% qu'elles soient perdues. Les créances d'une année ou plus, il y a un risque de 30%. Vous voyez, plus la créance est âgée, plus le risque augmente. D'où ça vient encore une fois, les 2%, les 7%, 30%? Dans l'école, c'est des informations qu'on va vous donner. On ne va jamais vous demander de les calculer vous-même, ou il n'y aura pas moyen de le faire. Ça, c'est à l'école. Donc, dans la vraie vie, vous, comme comptable, vous allez devoir faire interroger une base de données selon votre expérience, l'historique de l'entreprise, pour calculer la probabilité de non-recouvrement. Après ça, on applique ces pourcentages-là à la somme de chaque catégorie. J'ai un total de 13 000 $ comme créance courante. Sur les 13 000 $, le risque il est évalué à 2%. 2% fois 13 000 $, j'obtiens le montant du risque, le montant en dollars du risque. 260. Donc, en termes, sur 13 000 $, il y a un risque que je ne recouvre pas 260 $. La deuxième catégorie, moins d'un an, le total des créances âgées de moins d'1 an, ça se lève à 28 500. Et habituellement, cette catégorie, elle court un risque de 7% de non-recouvrement. Donc, 28 500 fois 7%, ça donne l'estimation, on ne parle d'estimation, l'estimation du montant non recouvré. Ça, c'est le montant de la provision qu'il faut constituer. Et ainsi de suite. Donc, pour le plus d'un an. Donc, bien entendu, courant moins d'un an, plus d'un an, bien sûr, ça c'est pas générique, ça. C'est pas, toute entreprise va avoir son propre balance, bien entendu. Donc, il va y avoir une entreprise qui va catégoriser ça à 1 mois, 2 à 3 mois, 3 à 4 mois, 4 à 6 mois, par exemple, 120 jours, entre 120 jours et 240 jours, et ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas de règle générale. Chaque entreprise va avoir sa propre pratique d'estimation selon ce qu'elle dispose. Donc, finalement, donc, quand j'additionne les trois montants, 260, 195, ainsi de suite, j'obtiens le montant total du risque, le montant total de la provision. Donc, c'est ça ce que je dois provisionner. Un total de 3 800. Donc, sur la somme totale des créances de 46 000 et quelques, il y a un total de 3 815 qui risque de ne pas être couvert. OK? Avant d'aller plus loin, est-ce que ça, ce calcul est bon? Oui, Mariam. Alors, les pourcentages estimés des pertes, c'est un pourcentage spécifique pour chaque montant d'année pour la durée. Oh. Et c'est différent pour chaque entreprise ou c'est la même? Bien entendu. Okay. Non, bien sûr, c'est différent. C'est la propre expérience de l'entreprise. C'est à partir de sa propre expérience. Habituellement, donc par le passé, bon, vous allez me dire, et si une entreprise elle est nouvellement créée, elle n'a pas d'expérience, elle va se référer au marché à ce moment-là. À ce moment-là, on va se référer aux normes du marché. Dans un marché de l'automobile, par exemple, au marché de l'immobilier, au marché de grocery ou peu importe, donc il y a des risques connus des informations disponibles aux entreprises qui n'ont pas d'historique qu'elles peuvent utiliser. Mais si tu as ton propre historique, tu es déjà une entreprise qui opère depuis plus que 5 ans, après 5 ans d'expérience, on commence à avoir une idée qui va s'améliorer d'une année à l'autre sur ces risques-là. Donc, ça provient des statistiques faites par le comptable. Okay, c'est pas bien entendu, c'est pas du tout générique qui s'applique à tout le monde de cette manière-là. Donc, avec ça, je vais convertir les pourcentages de risque en un montant en dollars pour pouvoir passer une écriture comptable. Je ne passe pas une écriture comptable avec des pourcentages, donc je dois quantifier les tout, estimer les tout en un montant en dollars pour pouvoir passer mon écriture comptable. Est-ce que le calcul jusque-là est bon? Ça marche? OK. Ce que je viens de calculer,
c'est ce qu'on appelle la provision pour créance douteuse. La provision pour créance douteuse, c'est un compte d'actifs négatifs, comme on a vu l'autre fois. C'est quoi l'autre compte d'actifs négatifs qu'on a appris jusque-là? Amortissement. Les dépréciations, l'amortissement cumulé, pas l'amortissement, fais attention Maria. Amortissement tout court, c'est la charge. Amortissement cumulé. L'amortissement cumulé, c'est un compte d'actifs négatifs. Il va apparaître avec un signe moins. Sous les IMO. Eh bien, il y a aussi un autre compte d'actifs négatifs qui est les provisions pour créances douteuses. Donc, dans mon bilan, je vais avoir les créances, le total client, moins le risque. 1 million, disons, comme le montant de réalisation brute, moins il y a un risque calculé de cette manière-là, disons 50 000 $. Le net, la valeur de réalisation nette, c'est 1 million moins 50 000, 950 000, c'est ça la valeur de réalisation nette. Donc, il faut comprendre que ce que le tableau donne, c'est le montant de la provision. Je répète, ce que le tableau donne, c'est le montant de la provision. Pour une troisième fois, ce que le tableau donne, c'est le montant de la provision. Sinon, pas le montant que tu dois mettre dans ton écriture comptable. L'écriture comptable, c'est pas ça le montant qu'on va mettre. Ça donne qu'est-ce que doit être la provision après avoir passé l'écriture comptable, le montant, le solde final de la provision. Or, le compte provision, il a toujours un solde début. Donc, on commence l'année, c'est un compte de bilan, c'est un compte à report, c'est un compte permanent. Il commence déjà l'année avec un solde initial. Donc, si le solde initial, par exemple, dans ce cas-là, il est de 920, par exemple, alors, mon écriture comptable, c'est qu'est-ce que je dois ajouter pour atteindre les 3800 qu'on a calculé. Donc, c'est ça le bout le plus compliqué de la chose. C'est ça le bout le plus compliqué de la chose. Donc, soyez patients, on va le répéter, mais on atteint le top de la complexité avec ce topic-là. Donc, il n'y aura pas de plus complexe que ça. Après, ça va s'apaiser. OK? Donc, on fait tout ce calcul-là pour calculer quelle doit être la provision. C'est quoi le solde final de cet actif négatif qui s'appelle provision pour créance douteuse. OK? Or, ce compte-là, c'est un compte permanent. Il hérite déjà un solde provenant de l'année passée. Alors, donc la question, qu'est-ce que je dois ajouter pour atteindre le montant visé? Le 3815 qu'on a ici calculé à travers la balance AG, c'est le montant visé de la provision. Or, j'ai déjà un solde initial de 920. Alors, la question, quel serait le montant que je dois ajouter pour atteindre le 3815? Ça va être la différence, 3815 moins 920. 2895, c'est ça ce que tu mets dans ton écriture comptable. Donc, l'écriture de régularisation, juste termine l'idée et je vais. Donc, l'écriture de régularisation à passer, on débite dépréciation des comptes clients, ça c'est le compte des charges, et on crédite provision pour dépréciation de compte client. Pour quel montant? Pour quel montant? Pour la différence entre les montants visés et les montants et le solde initial. Pourquoi j'insiste et je répète? Parce qu'il y a une erreur très fréquente que beaucoup d'étudiants vont faire, c'est que quand le calcul est fait, quand je fais mon tableau de balance AG et que j'obtiens 3815 par exemple, ils vont faire cette écriture-là. Débit, dépréciation des comptes clients, 3815, crédit, provision, 3815. Quand tu fais ça, tu es en train de présumer comme si les comptes étaient vides au départ, comme si tu es parti avec un zéro. Non, c'est pas vrai. Tu as déjà hérité un solde initial qui existe déjà hérité de l'année passée, puisque c'est un compte de bilan, un compte permanent. Il faut donc tenir compte des montants hérités. Donc, moi, mon objectif, c'est de ramener la provision à 3815. Si je commence avec un solde initial de 920, comme dans cet exemple-là, alors ce qui doit apparaître dans mon écriture comptable, c'est qu'est-ce que ça prend pour ramener le 920 à 3000. Ça prend une augmentation de la provision de 2800. C'est ça ce que j'ai fait comme écriture. Donc, monsieur, c'est quoi le 920? 920, c'est le solde initial.
Donc, on a commencé l'année avec un solde initial du compte provision hérité de l'année passée pour 920. C'est 920 pertes? C'est les montants du risque qui provient de l'année passée. L'année passée, le risque avait été évalué à ça. Et cette année, il est évalué à 3000. Donc, il faut ramener la provision à ça. Mais j'avais une question avant ça. Monsieur, oui. C'était pas une question, c'était juste une explication. Je pense que si on n'enlève pas les 920, c'est comme si on va calculer double la provision pour une partie de créances. Parce que les 920, il y a forcément une partie des clients, par exemple, qui sont beaucoup plus âgés, qui ont été déjà calculés, qui est encore là. Non. C'est bien de faire la tentative, mais non, c'est pas pour ça. Non, le tableau, la balance âgée, elle est complète. Elle couvre toutes les créances. Manuel, c'est bien d'avoir posé la question et ça me donne l'opportunité de clarifier une chose importante. Ce que vous voyez ici, la balance âgée, elle ne couvre pas juste une partie des créances nouvelles de l'année qui se sont ajoutées cette année. Non. Toutes les créances non encore collectées. OK? Mais le 920, ce n'est pas question d'anciennes créances. Non, les 920, c'est tout simplement le provision, c'est un compte de bilan. Et tout compte de bilan, il hérite son balance de l'année passée. L'année passée, quand on a fait le calcul, tout calcul fait, toutes les écritures faites, on avait fini l'année 31 décembre 2023 avec 920. Maintenant, je suis en train de faire 2024. Mon compte, le compte provision n'est pas vide. Il y a une partie qui est là, qui est héritée de l'année passée. Donc, il faut comprendre que la balance âgée qu'on a faite, son rôle, c'est de calculer ce qu'on doit cibler, la nouvelle provision au 31-12, la nouvelle année. Donc, il faut ajouter ce que ça prend pour amener ça. On va en faire plusieurs. C'est un peu difficile à digérer la première fois, mais ça ne sera pas la seule illustration. On va en faire plusieurs. Donc, retenez ce que vous pouvez retenir maintenant et on va revenir, ça va se clarifier. Soyez juste patient un peu. Donc, quand je calcule la balance âgée, donc je dois présenter mon compte en T et indiquer mon solde initial. Il faut comprendre que ce qu'on trouve ici, ce qu'on met, c'est qu'est-ce que ça prend pour atteindre ce solde initial-là. Une fois que ça c'est fait, voilà tout ça, comment ça se présente dans mon bilan, dans les comptes du bilan, donc actif courant, client, les montants bruts, moins provision pour créances douteuses et valeur nette des créances, valeur des réels sont nettes, ça va apparaître après. Donc, montant brut moins provision. Si on prend les données qu'on a ici, là, dans cet exemple-là, c'est quoi les montants bruts des clients? Qu'est-ce que je dois mettre ici, client, avec les données qu'on a ici? 46 700. Bravo, 46 700. Client, 46 700. C'est quoi 46 700? C'est la valeur des réalisations brutes, avant tout risque, le montant total des créances. OK? Bravo. Ça, c'est en haut. Après ça, moins actif négatif. On a dit qu'un compte d'actif négatif. J'ai soustrait la provision pour créances douteuses. Quel montant je dois mettre ici avec un signe moins? Il y a 2800, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je pense que la provision pour créances douteuses pour la période était estimée à 3815. Ah, c'est ça que je vous ai dit. La balance de vérification, la balance AG des créances clients, le calcul basé sur la balance AG, elle va vous donner la provision. Donc, ce qui doit apparaître dans votre bilan. Ce qui doit apparaître dans votre bilan. Dans mon bilan, ce que je dois voir, c'est la provision, c'est le 3800. Or, puisque déjà, avant de passer l'écriture, j'avais déjà un solde de 920. Quand je passe cette écriture-là et je crédite la provision encore une fois par 2800, c'est comme ça que j'atteins le 3800. Et donc, ma provision qui doit apparaître au bilan, c'est le 3800, le 3815.
Et la valeur de réalisation nette, ça sera quoi? Les 46 000 moins 3 000 et quelques. C'est 43 000 et quelques ou 42 000 et quelques. C'est ça la valeur de réalisation nette. OK? Ça va venir. Si c'est encore flou, on va faire. Voici une autre illustration. Illustration 2. OK? On est dans une entreprise qui, elle catégorise ses créances de la manière suivante. Ils ont un taux pour toutes les créances, les comptes courants. Quand on dit créance courante, ça veut dire qu'elle n'a pas encore dépassé les délais. Je te donne un mois pour payer, on est toujours dans le mois. Je te donne 60 jours pour payer, on est toujours dans les 60 jours. On n'a pas dépassé le délai. On appelle ça créance courante. Les créances courantes ou les comptes courants, pour cette entreprise-là, ça se lève en tout à 30 000 $. Et historiquement parlé, il y a un risque de 2%. Okay, c'est par coïncidence, ce n'est pas le même 2% de l'autre exercice. Par coïncidence, cette entreprise-là, selon son expérience, les créances courantes, historiquement parlé, statistiquement parlé, présentent un risque de 2% de non-recouvrement. Ils ont une deuxième catégorie, les créances âgées de 30 à 90 jours. Dans cette année-là, dans cette clôture-là, ça se lève à 18 000 $. Et historiquement, habituellement, il y a un risque de 10% de non-recouvrement pour cette catégorie-là. Et j'avais juste une question. Oui. Est-ce que tu peux retourner à les pages avec le numéro 920 où on parlait? Il y a cela. So, le 920, c'est la dépréciation des comptes clients de l'année avant, correct? Non. C'est la provision de créance client de l'année avant. C'est le solde actuel du compte de la provision. Écoute, il y a un bout de l'histoire. Il y a un bout de l'histoire qui va se compléter après. OK? Je ne vais pas vous en parler maintenant, c'est déjà compliqué. Donc, juste patiente un peu. Donc, le 920, quand on va terminer, vous allez voir donc, que c'est pas nécessairement les soldes initiales, mais je ne vais pas rentrer là-dessus. Actuellement, moi, aujourd'hui, quand je fais sur calcul, j'ai un compte qui s'appelle provision. OK? Le solde, son solde, il est déjà 920. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai ajouté, ça existe déjà. Donc, c'est ça mon solde. Moi, comme comptable, j'arrive aujourd'hui, OK? On me charge de faire le traitement des créances douteuses. Je demande la balance AG, je demande les statistiques, j'ai fait mon calcul, OK? Avant de passer mon écriture, j'ai déjà un compte existant. Quelqu'un l'a travaillé avant moi, il présente un solde de 920. OK? C'est le solde actuel de compte avant tout ajustement. Bon, moi, je ne dois pas ignorer le solde initial. J'ai un solde initial et je dois faire l'écriture qu'il faut pour amener ça à... Est-ce que la provision pour la dépréciation va être pour l'année prochaine 2895? Non, la dépréciation, ça, c'est pour cette année en cours, là. Ça, c'est la pénalisation de l'exercice actuel. Ça, c'est la charge de l'exercice actuel qui va apparaître dans l'état de résultat de cette année, pas pour l'année prochaine. Donc, là, une partie du risque, qui va être assumé par l'équipe actuelle, c'est le 2895. Parce que le 3815 avait déjà été assumé en partie. Et patientez, ça va se clarifier. On va faire une autre illustration. Donc, ça là, dans cet exemple-là, cette deuxième illustration, c'est quoi le montant total de la provision qui doit apparaître dans les bilans, avec les chiffres que vous voyez ici? 6 000. 6 000. C'est le montant qui va s'installer avec un signe moins en dessous du compte client. Dans les bilans, je vais avoir client brut moins 6 000 $, provision, égale le net. Okay? Or, moi, là,
Est-ce que je dois faire... Bon, je sais le schéma d'une écriture comptable pour constater la provision. Le schéma, c'est débit, dépréciation des comptes clients. Ça, c'est un compte de charge au débit. Dépréciation des créances clients. Crédit, provision, c'est un compte d'actifs négatifs. Encore une fois, chose qu'il ne faut pas faire et que beaucoup d'étudiants le font, c'est pour cela que j'insiste, ils vont mettre ce même $6 000 là. Débit, $6 000 pour la dépréciation. Ça, c'est faux. Parce que si tu fais ça, tu ignores que le compte provision, il a déjà un solde. D'où ça vient, gérer pour le moment, peu importe d'où ça vient. Mais il n'est pas vierge, le compte. Il a un solde actuel là. Dans cet exemple-là, on nous dit que le solde réel de la provision pour dépréciation avant régularisation, ça se lève à 4 500. Il y a un solde actuel de 4 500. Okay? Donc, je dois faire ce que ça prend pour le ramener de 4 500 à 6 000. Mon écriture comptable, ça porte sur qu'est-ce que ça prend, c'est quoi la différence que je dois ajouter pour ramener la provision à 6 000, qui est l'objectif, la cible. Donc là, dans notre cas, nous, étant donné que la cible, c'est 6 000, étant donné que le solde actuel, c'est 4 500, ça me prend 1 500 pour atteindre 6 000. Et donc, voilà les comptes entiers de la provision. Solde initial, solde d'ouverture, donc 6 100. Pour une certaine raison qu'on va voir après, il a été débité pour 1 600, la radiation. Et maintenant, il va falloir le créditer pour 1 500, de telle sorte que je le ramène à un solde clôture de 6 000. Et c'est ça ce qui va apparaître dans mon bilan. Donc l'équation comptable, voilà, OK. Donc là, j'ai terminé cette partie avant, et là, je vais aborder un autre détail. Est-ce que c'est clair? Avant d'aller à l'autre détail, ça va être la radiation. Ce que vous voyez ici, radiation, ne me posez pas la question c'est quoi la radiation, c'est ça ce qu'on va voir après. Mais est-ce que le calcul et l'écriture comptable est clair justement, jusque-là? Balance AG, j'applique les pourcentages selon mon expérience, je trouve un montant des risques global, ça c'est le montant de la provision. Il va falloir passer une écriture comptable, l'écriture de régression. Le schéma de l'écriture, c'est débit, dépréciation de créances clients, crédit, provision pour dépréciation de créances clients ou provision pour créances douteuses. Le montant que je dois mettre dans cette écriture comptable-là, c'est qu'est-ce que ça prend pour ramener donc c'est la différence entre les cibles qui proviennent du calcul de la balance AG et ce que j'ai déjà comme solde actuel du compte. Maintenant, si le risque se concrétise, OK, 2023, on a passé notre écriture, l'équipe actuelle, elle a assumé son risque par anticipation. La nouvelle équipe prend place. En février, on annonce dans les médias qu'un de nos clients a fait faillite. Aucun espoir de collecter quoi que ce soit. Il est déjà en procédure judiciaire. Donc, les risques maintenant deviennent concrets. On ne parle pas d'une estimation. Non, un risque réel. Disons, sur mes créances totales, j'ai, disons, 10 000 $ de risque. Ce n'est plus même un risque, c'est une perte réelle. À ce moment-là, l'équipe actuelle qui gère en février, elle n'assume, elle ne sera jamais pénalisée, même pas d'un sou. Il faut passer une écriture de manière à ne pas pénaliser l'équipe actuelle. Ce n'est pas elle qui a fait la vente à crédit. Alors, comment on passe une écriture qui n'affecte pas l'état de résultat, qui ne constate pas une charge dans mon état de résultat? Il va faire ce qu'on appelle la radiation de la créance douteuse. Comment on fait la radiation de la créance douteuse? On crédite client, parce qu'il n'y a plus de créance client. On la crédite, on l'annule, n'est-ce pas? On n'espère plus maintenant collecter. Il a fait faillite, les clients. Il n'y aura plus à collecter. Les 10 000 $ est perdu. Donc, perdu, mais je mets ça entre guillemets. Donc, perdu avec le sens courant, langage courant et non pas langage comptable. Donc, il n'y aura plus de collection. Donc, j'enlève, je radie, je fais la radiation. Et qu'est-ce que je débite? Je ne débite pas un compte de charge. Je débite le compte provision. Donc, je crédite un compte client, un compte d'actif, et je débite un compte d'actif. Finalement, l'état de résultat ne sera pas touché, donc ne sera pas affecté. Ça veut dire que l'équipe actuelle ne sera pas pénalisée et elle ne devrait pas
être pénalisée, étant donné que ce n'est pas elle qui a décidé de vendre à crédit. Donc, l'écriture que vous voyez ici, donc, c'est comment comptabiliser la radiation d'une créance client. Je débite provision. Rappelez que ça se crée au crédit, c'est un compte à solde créditeur. Ben, je le débite, je l'annule. Donc, j'avais provisionné et maintenant j'utilise une partie de la provision. L'écriture de l'année passée, cette écriture-là, elle est où? Elle est là. Cette écriture que vous voyez ici, là, débit, dépréciation, crédit, provision. Comme son nom l'indique, c'était une provision. Donc, ça veut dire une sauvegarde, ça veut dire une précaution. On a constitué on a en tout un total de 3800 de précautions. Eh bien, maintenant, si le risque se concrétise, ben, je vais utiliser cette provision-là. Donc, l'utiliser, ça revient à la débiter. Donc, je débite le compte provision et je crédite client. Remarquez que l'exercice où la perte réelle devient sèche, réelle, et non pas un simple risque, on ne constate aucune charge, aucune perte. La perte avait déjà été, par anticipation, été constatée d'avance. D'accord? Donc maintenant, c'est tout. Donc, c'est toute l'histoire. Pour résumer le processus de traitement comptable des créances douteuses, donc, au fur et à mesure qu'on vend à crédit, on fait la vente à crédit et c'est tout. Donc, débit, client, crédit, vente. OK? Ça, c'est les écritures journalières. OK? À la date de clôture, au moment de passation des écritures de régularisation, je dois évaluer, estimer mes créances douteuses. Et je dois calculer la provision pour créances douteuses en appliquant les différents pourcentages, après avoir ventilé nos créances selon leur âge et appliquer un pourcentage de risque à chaque âge. Et après ça, donc, j'enregistre mon écriture comptable. C'est quoi les schémas pour l'écriture comptable des régulations qu'on va faire pour constater la provision de l'année, la dépréciation d'année? Je débite quoi et je crédite quoi? Une fois que le calcul est fait, qu'est-ce que je débite? Dépréciation des créances clients au débit, c'est un compte de charge. Dépréciation des créances clients, c'est ça ce qui va apparaître dans l'état de résultat comme charge. Au débit et au crédit provision pour créances douteuses, qui est un compte d'actifs négatif. Ça, je l'ai fait à la date de clôture dans la panoplie des écritures de régularisation. L'année d'après, quand il y a un des clients s'avère complètement irrécouvrable, il va falloir radier sa créance. Radier la créance revient à débiter les comptes provision pour créances recouvrables et créditer les comptes clients. Je crédite les comptes clients. Un actif que tu crédites, ça veut dire que tu l'enlèves, tu le diminues et on veut le radier. C'est pour ça et je débite la provision. Donc, j'utilise ce que j'avais provisionné. Quand je débite la provision, est-ce que je l'augmente ou je la diminue? Quand je débite le compte provision, est-ce que je l'augmente ou je la diminue? Je pense qu'on l'augmente. La provision, c'est un compte d'actifs négatifs. Il a un solde créditeur. Il augmente au crédit. Quand tu le constates, il augmente au crédit. C'est un compte d'actifs négatif. Mais quand tu le débites, tu le diminues. Tu es en train d'utiliser la provision. La provision, c'est une protection, c'est une assurance. L'accident arrive, ben, j'utilise mon assurance. Et quand je l'utilise, donc les droits à l'assurance diminuent. N'est-ce pas? Donc, là, quand je débite le compte provision pour créances douteuses, le compte provision diminue en fait. Et j'ai diminué, bien sûr, en termes de compte entier, comment tout ça, ça se présente? Donc, si je prends le compte client, donc, il y a un solde d'ouverture, étant donné que c'est un compte du bilan. Il augmente à chaque fois que je fais une vente à crédit. Donc, je le débite. Chaque fois qu'on fait une vente à crédit, je le débite. Il diminue au crédit avec les décaissements, les encaissements, quand j'encaisse l'argent, quand les clients me payent, me remboursent. OK? Donc, débit, trésorerie, crédit client. Mais il diminue aussi avec les radiations. Ben,
de créance client, elle diminue ou bien quand je suis réglé, payé, ou bien quand je perds tout espoir d'être réglé. Parce que mon client fait faillite et donc je dois radier la créance. À ce moment-là, je diminue la créance client pour finir avec un solde clôture. Quant au compte de provision pour dépréciation, c'est un compte d'actifs négatifs, donc il a un solde créditeur. On commence l'année avec un solde d'ouverture et ça diminue avec les radiations. Si jamais il y a radiation, donc ça diminue. Et ça augmente avec la dépréciation de l'année. Maintenant, pour revenir à la question de votre collègue tout à l'heure, donc, les noms ici, c'est Mathieu, mais... Monsieur, c'est quoi une radiation? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils nous ont payé? Non, non, la radiation, au contraire, on a perdu l'espoir d'être payé. Il faut radier une créance, ça veut dire l'enlever, l'effacer, parce que il n'y a pas espoir, le risque se concrétise, ça devient une perte réelle, une créance irrécouvrable. On fait la radiation des créances qui deviennent irrécouvrables, non pas risquées. On fait une provision pour les risques. On fait une radiation quand les risques se concrétisent. Ah, OK. Ouais. OK, merci. Donc, pour revenir maintenant à la question tout à l'heure, 920, chose que je n'ai pas voulu élaborer à l'époque parce qu'on était déjà en... Les 920, c'est quoi les 920? Est-ce que quelqu'un peut maintenant revenir à ça? C'est quoi les 920? Le 920 ici, là. Maintenant qu'on a l'histoire complète. Maintenant, l'histoire est complète. Je ne pouvais pas répondre à cette question avant pour ne pas compliquer la chose. Maintenant qu'on a couvert. Maintenant, si quelqu'un vous pose, c'est quoi le 920? Il est le solde actuel des provisions de prestation. Monsieur, est-ce que le 920, c'est la provision pour la dépréciation des clients de l'année avant? OK. Mais aussi, corrigé par quoi, éventuellement? Par les radiations? Bravo. Voilà. Tu vois pourquoi j'ai pas voulu parler de ça avant, parce qu'on n'a pas encore vu les radiations. Maintenant qu'on les a vues, maintenant on a l'image complète. 920, c'est le solde initial avec lequel j'ai commencé l'année, corrigé éventuellement si jamais il y a eu des radiations entre-temps. Le 920 aurait pu être, par exemple, on avait commencé avec 2000. 1er janvier, c'était 2000. Mais au milieu de l'année, la radiation, ça ne nécessite pas une écriture de régression. La radiation, c'est une écriture courante. Quand l'information, on l'obtient, à une année quelconque de l'année, en juillet, en février, peu importe, quand l'information, la nouvelle arrive, que tel client est devenu irrécouvrable, immédiatement, je passe mon écriture de radiation. Là, je débite provision et je crédite client pour radier le client, la créance, mais aussi pour utiliser la provision. Client, crédit, provision pour dépréciation. Et maintenant, la dépréciation de compte client, c'est ça ce qui va apparaître dans votre état de résultat comme charge. Et le montant qui va apparaître dans notre bilan comme actif négatif, c'est le 3800. Okay? Le 3800, c'est ça ce qui apparaît dans les bilans. Le 2800, c'est ça ce qui... Est-ce qu'il y a nulle part, je m'excuse, est-ce qu'il y a nulle part dedans le bilan et l'état de résultat qu'on indique les radians? Non. Non, ça n'apparaît pas dans les bilans. Et ça ne doit surtout pas apparaître dans l'état de résultat. Parce que si la radiation apparaît dans l'état de résultat, vous êtes en train de pénaliser l'équipe qui gère l'entreprise au moment où le risque s'est concrétisé. Alors qu'elle n'a pas, c'est pas sa faute à elle, c'est la faute à celui qui a vendu à crédit. Celui qui a fait la décision de vendre à un client qui n'est pas fiable, c'est lui qui a été, c'est elle l'équipe qui a fait l'erreur. Donc, il ne faut pas la pénaliser. Donc, la radiation ne doit surtout pas apparaître dans l'état de résultat. Et elle n'apparaît pas dans les bilans. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'elle a déjà, parce que les bilans, c'est fait au 31-12, alors que la radiation, elle peut avoir lieu à une date quelconque de l'année. Quand la nouvelle arrive, il faut passer l'écriture. Donc, la radiation avait déjà été comptabilisée comme écriture journalière et non pas comme écriture de régularisation, à une date quelconque de l'année.
27 juillet, par exemple, ou 15 mars, ou peu importe. Alors que moi, je suis en train de faire un bilan en 31-12. C'est la raison pour laquelle elle n'apparaît pas au bilan, parce que c'est de l'histoire. Mais là où j'insiste encore plus, c'est qu'elle ne doit pas apparaître à l'état de résultat. Ce qui doit apparaître à l'état de résultat, c'est la dépréciation de l'exercice. Voilà. Donc, ça, c'est la théorie, donc un peu. Il n'y a pas que du